Ouais, non, c'est pas ça en fait, tu mets du maïs, et dès que t'entends plus de guitare, là tu mets le DVD. Ouais, ouais. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 18e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 décrescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 20 mai, au programme d'aujourd'hui, Mickey chez Nespresso, ou l'inverse, du porte-nawak en masse et une reconversion difficile, claquette des potoirs et mobilier. Bienvenue dans Fasciné! Laissez-moi vous présenter la médaille d'or de notre top 3 cette semaine. Un George Clooney plus protecteur que jamais au service du futur. Franchement, what else? Tom Holland ou À la poursuite de demain dans la langue de Molière est un film de science-fiction signé Walt Disney Company et succède ainsi au second volet des Avengers. Basé sur une section emblématique du célèbre parc à thème de la souris aux grandes oreilles, ce film porte en effet le nom de la branche futuriste de Disneyland, plus connue pour la version française sous Discoveryland, comportant notamment le notoire Space Mountain. Cocorico, pour une fois le peuple français et nos amis les Belges seront privilégiés pour la première diffusion sur grand écran de Tomorrowland, puisque le film ne sortira que vendredi prochain au pays de l'oncle Sam. Pour une fois que ça fonctionne dans notre sens, on va pas se priver. Côté scénario, nous suivons la belle Casey, une adolescente passionnée de science qui sera interprétée par Britt Robertson. Très vite, son chemin croisera celui de Frank, un homme qui fut jadis un grand inventeur avant de raccrocher les gants, et qui est incarné ici par George Clooney. Hein, mesdames? Ensemble, ils vont devoir percer le secret d'un mystérieux endroit qui se trouve à la frontière entre l'espace et le temps et qui est baptisé Tomorrowland. Le seul souci, c'est que cet endroit semble concret uniquement dans leur imaginaire collectif, et seulement le leur. Mais pourquoi? Réponse mercredi prochain. Alors pour comprendre la genèse de ce projet, il faut savoir que c'est la seconde fois que Disney se base sur l'armature de ses parcs à thème pour réaliser un film. Et oui, puisque contrairement à ce que beaucoup pensent encore, la saga Pirates des Caraïbes a été conçue bien après la création de l'attraction. Et pas l'inverse. Il y a d'ailleurs eu précisément 34 ans entre la construction de l'attraction et la malédiction du Black Pearl. Donc Pirates des Caraïbes, premier du nom. Et donc, pourquoi Tomorrowland? Eh bien très certainement pour les soins apportés au projet, parce qu'avec ce film-là, et surtout avec celui-là, ils ne peuvent absolument pas faire fausse route. Voilà. Contrairement à d'autres projets qui arborent le logo Disney simplement parce qu'ils ont mis des billes dans la production, là c'est un tout autre enjeu puisqu'il s'attaque à l'un des fonds de commerce de son empire, ses parcs d'attractions. La médiocrité de l'œuvre pourrait à moyen terme avoir des répercussions négatives sur l'ensemble de l'industrie, et ça bien évidemment, ils ne peuvent pas se le permettre. De ce fait, je pense qu'aucun risque n'a été pris de leur côté, et je suis certain que le prestige sera à nouveau au rendez-vous. Et une fois de plus je vous le rappelle, mais c'est Disney. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous que Disney a mis les petits plats dans les grands puisqu'ils se sont offerts quelques secondes de spot publicitaire lors du dernier Super Bowl pour promouvoir Tomorrowland? D'ailleurs le Super Bowl qui, rappelons-le, est l'un des événements sportifs les plus suivis à travers le monde avec près de 100 millions de téléspectateurs chaque année. Vous saviez pas? Eh bien, maintenant si. Allez, on change totalement de registre et on descend d'une petite marche pour el numero segundo. Et si on retournait à l'ère du what the fuck assumé avec un trio des plus endiablés? Eh bah, let's do it! Ouais. Intitulé Jetlag dans l'Hexagone et Unfinished Business dans les pays anglophones, ce long métrage immortalise la 4e réalisation de Ken Scott après avoir accouché de près de 10 scénarios. Il mettra en scène Dave Franco, oui, le frère de Ben Affleck, sûrement, je crois. Vince Vaughn ainsi que Tom Wilkinson, un acteur qui en ce moment est sur le fil du rasoir. Wilkinson, rasoir. Bon, c'est pas grave. Cette comédie américaine sera distribuée par la 20th Century Fox et sera dotée d'un budget de 35 millions de dollars, ce qui est un poil supérieur à la moyenne dans le registre. Côté scénario, nous suivons Dan Truckman, Timothy McWinters et Mike Pancake, oui vous avez bien entendu, bref 3 entrepreneurs qui parviennent à signer des accords fondamentaux pour l'avenir de leur entreprise à l'échelle européenne. Afin de signer les contrats, nos 3 protagonistes doivent se rendre sur notre continent, et bien sûr, et comme le registre le réclame, ils seront confrontés à différentes péripéties plus rocambolesques les unes que les autres, qui leur feront vivre un périple inoubliable. Mais à quel coût? Bon, ce n'est qu'anecdotique, mais la dernière fois que nous avons traité un film de ce registre, c'était, si je ne dis pas de bêtises, lors du second épisode de Fasciné, et c'était The Interview. Et devinez qui était en tête d'affiche? Mais quelle coïncidence incroyable! Trop de Franco, tue le Franco.
Ouais, JB Franco, et en Espagne, ils aimaient pas Franco. Ta gueule. Ken Scott retrouve pour la seconde fois Vince Vaughn après avoir collaboré avec lui sur Delivery Man, un auto-remake réalisé en 2011 qui s'appelait Starbuck. Et donc, pourquoi Unfinished Business? Eh bien parce que je pense tout simplement que de temps en temps, il faut assumer l'envie d'aller voir un film blindé de conneries, plus invraisemblables les unes que les autres, pour décompresser et se vider l'esprit. Ce n'est pas un crime et ça en fait du bien. Ce film répond à tous les critères de la comédie ricaine déjantée que seul Hollywood sait maîtriser, et quand on arrive à convaincre un grand monsieur comme Tom Wilkinson, c'est qu'on en a sous la chaussure en termes de scénario et d'efficacité. Mes réponses mercredi prochain. Et passons au second maintenant si. Saviez-vous que les affiches promotionnelles du film sont en fait un hommage à Thank You for Smoking, une œuvre culte des années 2000 dans laquelle s'est illustré Aaron Eckhart, Robert Duvall ou encore Katie Holmes? Non? Eh bien, maintenant si. Pas de temps à perdre et voyons tout de suite qui obtient la 3e place de notre trio de tête. Un Vincent Lindon au bord du gouffre est plus téméraire que jamais, ça te dit? Eh bien, bande annonce. Présenté en compétition au Festival de Cannes 2015, La Loi du Marché signe la 3e collaboration consécutive entre le réalisateur Stéphane Brisé et l'acteur Vincent Lindon. Véritable pamphlet social visant à dénoncer les méthodes peu orthodoxes du monde du travail, La Loi du Marché s'inscrit dans la longue lignée des documents fictionnaires qui ont déjà moult fois fait leurs preuves. On retiendra notamment le Police de Maïwenn, qui a d'ailleurs triomphé à l'édition 2011 du festival. Dans un souci d'authenticité, le réalisateur a fait le choix très répandu en ce moment d'engager des acteurs amateurs pour dynamiser l'aspect réel de son œuvre. Côté scénario, nous suivons Thierry, un quinquagénaire qui vient d'être remercié pour ses bons et loyaux services au sein de son entreprise. Après 20 longs et interminables mois de chômage, la précarité se fait ressentir et le besoin de retrouver un travail devient urgent. Pour cela, il acceptera d'être rétrogradé et occupera la fonction d'agent de sécurité spécialisé dans le vol à l'étalage. Mais sa conscience ne mettra que trop peu de temps à le rattraper. Alors, pour jouer la transparence avec vous, je dois vous avouer que la filmographie de Stéphane Brisé ne laisse pas rêveur, et que sur 5 longs métrages critiqués, les notes s'échelonnent de 3,6 à 6,4 sur 10, ce qui est loin d'être terrible. Mais, et oui, parce qu'il y a un mais, aucun réalisateur n'est à l'abri de créer sa Madeleine de Proust pour être propulsé du jour au lendemain au rang de ténor de la mise en scène. Nous trouverons d'ailleurs des exemples partout dans le monde cinématographique qui ont essuyé des échecs à tire-larigot avant de pondre leur premier chef-d'œuvre. Et au passage, pour être sélectionné en compétition au Festival de Cannes, il faut rendre un travail qui en soit digne. Donc je pars très confiant. Et donc, pourquoi La Loi du Marché? Eh bien, indéniablement, l'une des grandes qualités qui s'en dégage, c'est sa volonté d'informer et son honnêteté. Il s'attaque de manière concrète à la complexité du problème en ne faisant ni dans la soie ni dans la dentelle. De surcroît, il semble éviter le piège tant redouté du misérabilisme et des clichés larmoyants visant à faire pleurer la rambière des chaumières. L'objectif est simplement de présenter un cas en bonne et due forme qui illustre l'enfer des difficultés financières liées au chômage, et quelle qu'en soit la génération affectée. Et pour clore ce 18e épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous qu'à l'instar de Goodnight Mommy présenté la semaine dernière, les acteurs non professionnels n'ont été mis au courant du scénario qu'au jour le jour, afin d'obtenir un jeu plus sincère et moins synthétique? Vous le saviez pas? Eh bien, maintenant si. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon bah, chantez du Matt Pokora. Oh oh, tu feras mieux que nous. Bisous, 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 portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.